à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos éditions d'information à la une de l'actualité. Les épreuves pratiques du permis B au point mort ce matin. C'est une des conséquences de la grève déclenchée vendredi dernier à la direction des transports terrestres. Le pays a réinvité les grévistes à la table des négociations aujourd'hui à 17h. Selon nos informations, fin de conflit peu probable ce lundi. Déjà 2 porte-conteneurs qui sautent l'étape Tahiti en cause. L'immobilisation du remorqueur Eitonui 2 qui fait craindre des retards de livraison. Le port autonome rassure, il compte affréter un remorqueur de Nouvelle-Calédonie. Après Mitema Tapati et Roni Teripaya, Oscar Temaru a retrouvé les bancs du palais de justice ce lundi. Il a été entendu pour des propos tenus à l'Assemblée en octobre dernier. Pas de mise en examen pour le leader indépendantiste, mais un placement sous statut de témoin assisté. 13 agents sur 80 en grève à la direction des transports terrestres. Un nombre relativement faible, certes, mais suffisant pour que les conséquences se fassent ressentir. Les auto-écoles ont été prises de court ce lundi matin. Les sessions d'examen à la conduite de catégorie B ont été annulées. Des perturbations qui devraient durer si le conflit s'enlise. Naya Bennett, Heymanu Manutei. Tout comme l'auto-école de Paaya ou encore celle du CFPA de Pirée, l'auto-école Polynésia a eu la mauvaise surprise ce matin de recevoir un coup de fil du responsable de la section permis de conduire de la direction des transports terrestres. À 7h26, on m'a appelé, j'ai reçu le coup de fil de Jean-Gabriel Rousseau qui m'annonce justement que mon examen est annulé à cause de la grève. Le problème qu'on a, c'est qu'on est obligé d'appeler tous les élèves et d'annuler les examens. Sauf que les motos sont prises en compte par les inspecteurs, sauf les catégories B, c'est-à-dire les voitures. Au total, c'est une douzaine de candidats qui ont vu leur examen de conduite annulé dans leur rang. Des étudiants, des chefs d'entreprise ou encore des employés. En fait, on peut redéposer les mêmes élèves le lundi suivant. Le seul inconvénient, c'est que est-ce que ces élèves-là pourront passer lundi prochain parce qu'ils travaillent. Donc, ils ont leur jour congé, donc les jours que les patrons, justement, donnent pour qu'ils puissent passer leur permis. Mais pour l'heure, rien n'est sûr. Outre l'examen de conduite, la grève a également mis en stand-by les demandes d'immatriculation, de transfert de carte grise ainsi que les contrôles techniques sur Tahiti et Moorea. Certains professionnels doivent avoir une visite technique valide pour pouvoir continuer à exercer leur profession. Et donc on regarde les éléments réglementaires qui pourraient être faits là-dessus. Mais pour l'instant, effectivement, notre enjeu premier, c'est de revenir à rétablir une continuité d'activité au sein de la direction des transports terrestres. Seule solution pour les usagers dans l'urgence pour une demande d'immatriculation ou un transfert de carte grise, se diriger vers le centre de Taravo. Les autres devront prendre leur mal en patience et suivre l'avancée des négociations entre le pays et le personnel gréviste. Et justement, au cœur des négociations qui doivent démarrer à 17h ce soir, l'indemnité de sujétion spéciale, l'ISS. Ce matin déjà, la ministre de la Fonction publique et du Travail, Vanina Krula, est revenue sur les 2 premiers jours de discussion qui sont tenus avec la CSTPFO la semaine dernière. L'occasion de rappeler qu'un premier protocole de fin de conflit avait déjà été mis sur la table, suivi d'une contre-proposition de la centrale syndicale pour un coût total estimé à 445 millions de francs. Une somme trop élevée pour le gouvernement qui reste sur sa position. On écoute la ministre Vanina Krula. Elle est interrogée par Emma Mathieu et Rara Humaha. J'estime que j'ai déjà fait beaucoup de concessions parce que d'une position ferme où on ne bouge plus rien et on n'accorde plus aucune ISS, on a voulu entendre quand même les contraintes de ces métiers. Et donc là, on a proposé effectivement une revalorisation et la création d'indemnités, mais pas à la hauteur de leurs demandes. Et sur ces questions, maintenant, il faut qu'on trouve la solution de financement. Et donc, c'est de toutes ces questions qu'on va devoir discuter mercredi en Conseil des ministres avec l'ensemble des ministres, parce que la question des ISS ne concerne pas que la DTT, elle concerne tous les services du pays et les établissements, et donc aussi tous les ministres. Fortes inquiétudes du côté des professionnels du fret maritime. L'immobilisation du remorqueur Eitonui 2 fait craindre des retards de livraison de marchandises et de produits frais. Le port autonome veut rassurer. Il annonce la location prochaine d'un remorqueur de Nouvelle-Calédonie, car ces petits navires sont indispensables pour accompagner à quai les gros cargos. Thomas Chabrol, Mériteato. Le verdict est tombé pour le Eitonui 2 qui sera à quai pendant 6 mois. Une mauvaise nouvelle pour les importateurs du pays.
car ce remorqueur est indispensable pour assister le Haïtonui lors des arrivées des gros porte-conteneurs longs de 300 mètres à Papeete. Sans eux, impossible de manœuvrer jusqu'au quai. Début octobre, l'un de ces géants des mers avait attendu 3 jours avant de pouvoir entrer dans la rade. Depuis, 2 autres cargos ont tout simplement sauté l'étape Tahiti. Pour assurer les approvisionnements, le port autonome cherche à louer un remorqueur d'une poussée de 40 tonnes, celui de l'usine de Konyambo, mise à l'arrêt en Nouvelle-Calédonie. Et donc ils sont prêts à nous louer un remorqueur sur 6 mois et on est en train de voir avec eux les conditions de cette mise à disposition. Le temps de mobiliser, déjà de boucler le dossier administratif, de faire venir le bateau, il faut compter 1 mois et demi. Donc mi-novembre, il devrait pouvoir être là. Livré en 2017, le Haïtonui 2 a subi une sérieuse avarie après avoir porté assistance à un navire gazier il y a 15 jours du côté de Itia. Depuis, le bateau est immobilisé à la cale de halage. Un barrage anti-pollution est même déployé autour de la coque. Au-delà du rapport rendu par le capitaine, la direction du port autonome a demandé à récupérer l'ordinateur de bord du navire pour analyse. Objectif, comprendre ce qui a pu se passer. Le rapport ne me semblait pas assez précis sur les conditions dans lesquelles l'incident s'était produit. Il faut quand même rappeler que, comme je vous le disais tantôt, le bateau a heurté une patate de corail, on dit au fond, au large de Itia, à une distance d'à peu près 50 mètres du récif, donc on veut savoir pourquoi. Erreur humaine ou panne électronique, en 60 ans d'activité, c'est la première fois qu'un remorqueur est immobilisé sur une si longue période. Avec sa poussée de 60 tonnes, le Haïtonui 2 est difficile à remplacer localement. Si la Marine nationale a prêté main forte au port autonome, ces 2 remorqueurs ont moins de puissance. Et de son côté, la CMA-CGM devrait rapatrier des marchandises coincées en Nouvelle-Zélande sur un cargo de moindre taille. Sachez aussi que lors du point presse de ce matin, le directeur du port autonome a également été interrogé sur le chantier du terminal de croisière à Papeete. Ce dernier devrait être livré cette semaine. Pas de date d'inauguration pour l'instant. Rendez-vous au palais de justice ce matin pour Oscar Temaru. Le leader indépendantiste a été entendu par les magistrats de l'instruction pour des propos tenus dans l'hémicycle lors de la Journée des Nations Unies le 24 octobre dernier. Il a échappé à la mise en examen pour incitation à la haine raciale et il a été placé sous le statut de témoin assisté. Les détails avec Esteparo Cordet. La semaine dernière, j'avais un rendez-vous chez un toubib et à l'orée de mes 80 ans, c'est la première fois que je vois ça dans ma vie. Pendant près de 2 heures, il y a eu un défilé de gens qui venaient voir le médecin. J'étais surpris. Que des métropolitains. Mais si cette vague va nous noyer, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? C'est l'invasion de notre pays que je crains. Ces propos auraient pu passer inaperçus, mais Edouard Fritsch les a signalés à la justice en décembre dernier. Il a finalement retiré son signalement. La procureure a choisi de poursuivre. Pour moi, je n'ai rien fait de mal. Au tribunal ce matin, Oscar Temaru est arrivé avec une demi-heure d'avance à sa convocation fixée par 2 juges d'instruction. Ils doivent déterminer si les propos tenus par le leader indépendantiste sont passibles de délit de provocation publique à la discrimination et à la haine raciale. À l'issue de 2 heures d'audition, Oscar Temaru est placé sous un simple statut. Voilà, je vais vous lire ce qui a été dit. Nous notifions à la personne que nous ne le mettons pas en examen et nous l'informons qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté. Voilà. Alors à partir du moment où il a le statut de témoin assisté, si on regarde la jurisprudence, un témoin assisté n'est pas renvoyé devant le tribunal correctionnel. J'ai essayé d'expliquer que notre rôle à nous, c'est de protéger nos enfants du travail pour eux plus tard, ce pays pour eux, et que l'immigration dans ce pays n'est pas une compétence du pays. Une compétence de l'État, c'est à l'État qu'on doit s'adresser. Le leader indépendantiste échappe à une mise en examen, contrairement au ministre de l'Éducation, Roni Teripaya, et à l'élu Tavini Mitema Tapati, tous 2 soupçonnés de provocation à la discrimination raciale. Mais le statut de témoin assisté peut évoluer.
Si Madame la procureure de la République considère que M. Oscar Temarou ne peut pas avoir le statut de témoin assisté, ben, il faudra peut-être qu'il trouve alors des nouveaux éléments pour faire en sorte que les magistrats instructeurs décident de sa mise en examen. Selon Maître Cross, le parquet peut faire appel de ce statut de témoin assisté devant la chambre de l'instruction. L'enquête se poursuit. En justice, toujours, un père et 3 de ses enfants ont été condamnés pour trafic de stupéfiants ce lundi. En août dernier, la gendarmerie avait découvert plusieurs dizaines de plants de paca et 2 grammes d'ice à leur domicile de Papara. Ils achetaient quelques grammes de méthamphétamine chaque semaine pour la revendre ou en consommer une partie. Les peines prononcées vont de 6 à 30 mois de prison ferme et de 100 000 à 300 000 francs d'amende. La demande a été formulée l'an passé. Les communes veulent confier la gestion des déchets ménagers au pays. Un transfert de compétences qui est actuellement en phase d'étude, car un tel projet doit se penser à plusieurs niveaux. Les explications d'Emma Mathieu et Rara Houma. Les plans techniques, administratifs, financiers et juridiques sont passés au crible par le comité de pilotage. L'étude de faisabilité du transfert de compétences des communes vers le pays devrait être terminée au premier trimestre 2025. Plusieurs scénarios ont été élaborés et vont bientôt être proposés aux communes. Là, il s'agit vraiment de regarder la partie traitement des déchets. Donc il y a toujours, mais ça fait partie aussi des scénarios qui seront étudiés. Les communes ont toujours un rôle à jouer dans le traitement des déchets, que ce soit sur la sensibilisation et la collecte. Et ensuite, donc, le pays doit maintenant regarder s'il a la capacité de reprendre le traitement de tous ces déchets. Mais qui, des communes ou du pays, prendra en charge le financement? Le flou est loin d'être levé sur cette question. La collecte des déchets pourrait rester de compétence communale. Je crois que c'est une préoccupation de tout l'État maintenant pour équilibrer ce budget. Mais la partie traitement, effectivement, coûte très très cher. Très rapidement, on va refaire un bond en arrière où on va enfouir ces déchets un peu partout. Aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Donc on est dans un développement durable. Il faut prendre soin de notre pays. Il est hors de question de revenir sur ce schéma-là qui existait à l'époque. Donc on est dans une démarche vertueuse, mais toute démarche a un coût. Donc on attend beaucoup de cette étude du pays. Chaque année, 50 000 tonnes de déchets sont produits en Polynésie. Pour traiter ce flux, une unité d'incinération des déchets devrait être créée sur Tahiti, en plus du CET de Peihoro et du centre de tri de Motuuta. Pour les îles, 2 solutions sont envisagées, rapatrier les déchets sur Tahiti ou créer des centres d'enfouissement technique. À noter qu'un schéma directeur des déchets devrait bientôt être présenté aux conseillers du CESEC et aux élus de l'Assemblée. Connaissez-vous la fibrobarre? Cette barre d'armature en fibre de verre est un substitut du fer à béton utilisé dans les constructions. Un produit innovant d'origine canadienne qu'on trouve au Fénois depuis moins d'1 an. NDM nous présente ce produit encore peu connu aux multiples avantages. Regardez. Le fibrobar, c'est une armature de renforcement du béton qui est là, qui est en résine. Composé de 85% de polyester et de 15% d'époxy, ce substitut du fer à béton est 3 fois plus résistant et 4 fois plus léger que les barres d'armature en acier. Il est aussi plus économique en construction. C'est l'évolution, c'est un souci en moins. Plus de rouille, qui veut dire que le ciment n'éclate plus. C'est un phénomène qui est connu par tout le monde. Le fer-béton éclate de l'intérieur du ciment et ensuite tout se dégrade. Donc si tu veux éviter ce problème au bout de 7 ans, 8 ans, fibrobar, c'est la solution. Plus résistant aussi. Et beaucoup plus résistant. Construction de pontons, parcs à poissons ou encore serre de vanille et habitation, il convient à tout type de construction en béton et coûte moins cher que le fer à béton. Il a été testé dans les labos au Canada pour sa résistance, 4 fois plus léger. Donc pour la manutention, tout ça, c'est un plus. Et l'avantage pour la Polynésie, ne rouille pas. Donc tout ce qui est construction au bord de mer, c'est l'idéal. Chaque nouveau produit et matériaux de construction importés sont soumis à des contrôles au laboratoire des travaux publics. Une batterie de tests est réalisée pour vérifier que les normes européennes sont bien respectées. Ça peut être approprié quand même sur certains ouvrages où on remarque que pas mal d'ouvrages polynésiens sont vachement attaqués par la corrosion. On voit les bétons éclater avec des armatures apparentes et souvent très rouillées. Donc si ça peut déjà éliminer cette problématique-là, ça peut être un plus. Peut-être qu'il y aura des études chimiques à faire par rapport au comportement
dans le béton, proche des milieux marins aussi. Mais a priori, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Les Tuamotu ont été conquis les premiers par les fibrobars. Michael Tewira a construit son mur de protection du littoral à Fakarava. Moi, j'ai besoin de solide pour mon mur parce que mine de rien, monter des eaux, il va falloir faire des digues, il va falloir faire des murs de protection. Et on sait que tout ce qui est en fer, ça va finir par faire craquer le mur, ça va finir par gonfler et ça va finir par faire des fissures. Tandis que ça gonfle pas, ça rouille pas, ça pourrit pas. Et donc le mur, il tient, il va tenir pendant des décennies. En tout cas, c'est ce que j'espère. Clairement, pour les îles, c'est l'idéal. Autant d'avantages, ce matériau innovant apparaît comme une solution d'avenir pour des constructions durables, résistantes et adaptées aux réalités locales. Après le décès d'une jeune baleine la semaine dernière au large de Tahiti, les associations s'apprêtent à saisir la justice. Objectif, comprendre comment l'animal a été blessé et éviter que cela ne se reproduise. Les restes du mammifère sont toujours au sud de Moorea. Les spécialistes appellent les baigneurs à la vigilance en raison des risques phytosanitaires. Laure Philibert nous en dit plus. Il flotte au sud de l'île Sœur. Les restes de la baleine de 3-4 ans décédée mardi dernier devraient être retirés demain par la commune. D'ici là, il est conseillé d'éviter de se baigner et de plonger dans la zone de Atiha. Samedi, Matatohora a été appelé pour informer sur la présence de restes de la carcasse d'une baleine dans le lagon. Cet après-midi, des riverains ont appelé également pour prévenir qu'il y avait beaucoup de requins autour. Donc bien sûr, éviter de se baigner, de pêcher, parce qu'une carcasse en décomposition dans de l'eau avec la chaleur, c'est l'idéal pour avoir un nid bactériologique important. La blessure et le décès de la jeune baleine ont ému l'opinion publique. Qu'est-ce qui les a provoqués et comment éviter que cela ne se reproduise? L'association Matatohora et Sea Shepherd France lancent une action judiciaire. Pour l'instant, sur le plan judiciaire, le plan technique, scientifique et médical, on travaille sur tous les plans. Évidemment, oui, le dépôt de plainte est en cours, il va être le mieux ficelé possible et nous cherchons parallèlement des éléments pour avancer le plus vite possible. On a des témoignages et donc on appelle Sea Shepherd du Matatohora à témoigner si vous avez vu ou entendu quelque chose. Deuxième sanctuaire pour les mammifères marins au monde, on estime que l'étiquette doit être à la hauteur des objectifs et il est indispensable de lever le voile sur ce qui s'est passé. Sollicitée, la direction de l'environnement indique qu'elle ne compte pas multiplier les procédures pour ne pas faire doublon, mais qu'elle souhaite accompagner les auteurs de la plainte. Une autre baleine et son baleineau ont été vus, toujours à Moorea, au niveau de Opunohu. La commune appelle à la vigilance et au respect de leur tranquillité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, sur vos écrans, votre émission To'ufinua To'ura, suivie du film Hana et d'un nouveau numéro d'enquête exclusive. Agréable soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.